Bien, rebonjour les troisièmes. Suite de la vidéo de tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu du Cantal. Maintenant, en fait, on va faire un bilan de ce chapitre qui est un chapitre assez court. En fait, je vais reprendre deux, trois choses qui ont déjà été dites sur le Cantal et les généraliser sur l'ensemble du pays. Ce qui correspond en fait, si vous voulez suivre un petit peu la trame du cours, à notre grand 2, qui s'appelle tout simplement les espaces de faible densité et leurs atouts, qui est donc une partie de globalisation et de généralisation. Alors, petit 1, des espaces forcément en crise, point interrogation. Voilà, c'était le titre de notre première sous-partie. Alors, déjà, il convient d'abord de définir un petit peu ce qu'on appelle des espaces de faible densité. Alors, on parlera d'espaces de faible densité pour tous les espaces dont la densité d'habitants, je vous rappelle que la densité de population est le nombre d'habitants par kilomètre carré, on vous saoule avec ça depuis la sixième. Donc la densité de population ne dépasse pas 30 habitants par kilomètre carré. Quand on a moins de 30 habitants par kilomètre carré, on va parler d'espaces à faible densité. Dans certains espaces également, il y aura moins de 10 habitants par kilomètre carré. Dans ce cas-là, on parlera carrément d'espaces désertifiés. Ok, désertifiés, désert, je pense que c'est assez clair. Ça correspond en fait à des espaces soit de montagne, soit des espaces totalement ruraux, vraiment des espaces avec que des champs, d'accord, ou des espaces où il va y avoir des contraintes naturelles bien spécifiques, climatiques par exemple, pourquoi pas, qui font que la population ne peut pas trop s'installer là, ok, ou des espaces enclavés, je ne sais quoi. Bon, vous avez compris l'idée. Euh, pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble, tenez, je vais vous montrer une page du manuel. Pour information, c'est la page 271 du manuel, comme ça vous pourrez tous la regarder. Sur cette page 271 du manuel, nous avons une carte. Voilà. Et alors, bon, forcément, vous l'avez dans le mauvais sens, c'est pas génial, mais vous pourrez vous y référer. Vous voyez la France ici, voilà, et tous les espaces qui sont en orange sur cette carte correspondent aux espaces à faible densité. Les espaces à faible densité, c'est à peu près entre 40 et 45% du territoire français. D'accord? Donc vous êtes tous des petits urbains, mais il faut vous dire quasiment qu'un lieu sur deux finalement en France, qui est à peu près 50% du territoire français, est un espace de faible densité. D'accord? Donc, et là d'ailleurs nous avons le Cantal, hop, dont nous avons parlé lors de la première étude de cas. Voilà, donc ça c'était juste pour vous définir vraiment avec un petit peu des chiffres, de façon un petit peu plus scientifique, rigoureuse et mathématique, ce qu'était qu'un espace à faible densité. Alors ensuite, et là on arrive au cœur du problème, c'est donc les atouts de ces espaces à faible densité. Vous avez dû regarder déjà, alors dans le cadre de votre petit travail, une vidéo sur la question des néo-ruraux, dont je vous parlais dans la vidéo précédente déjà sur le Cantal, avec des Parisiens qui sont venus s'installer dans le Gers. Le Gers, une région à proximité de Toulouse, une région extrêmement rurale. Et vous avez bien vu que si ces gens venaient s'installer dans le Gers, c'est à la fois parce que les conditions climatiques notamment et les conditions de vie sont plutôt favorables. Il fait beau, il y a facilité d'accéder à la propriété, d'une grande maison, et à partir du moment où il y a une famille, c'est quand même plutôt agréable. Voilà. Et on a en plus certains villages qui essayent de se désenclaver, d'accord, en proposant des aides diverses et variées, en essayant de réouvrir également certains commerces parfois. Voilà. Donc, si ces espaces se redynamisent, je radote un petit peu, mais c'est pour plusieurs raisons. L'arrivée de ces néo-ruraux. Ces néo-ruraux, ils peuvent être à la fois des retraités, pourquoi pas. Ils peuvent être des familles, c'est le cas de la plupart des gens, mais ça peut être aussi des gens qui vont être relativement jeunes, à moins de 30 ans, et qui souhaitent une sorte de retour à la terre, et qui vont aller dans des métiers proprement agricoles, d'accord, pour essayer de mettre en place une agriculture biologique et d'avoir leur petit champ à eux. Voilà. Donc ça peut arriver aussi. Donc là, nous avons des néo-ruraux. Autre atout, alors je reprends le cours, oui, autre atout parfois de certaines de ces régions à faible densité. On a certaines régions où on n'a pas un chat, et si on n'a pas un chat, c'est parce que ce sont des grands espaces de champs. Je pense à une région au sud de Paris, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Beauce, qu'on appelle également le grenier de la France. C'est vraiment ce genre d'espace que vous connaissez avec
des champs, notamment de céréales, hein, des champs de blé, vraiment à perte de vue. Bon, ces espaces-là, on n'a personne, hein, clairement, en termes d'habitants, mais pour le coup, c'est pas parce qu'il n'y a personne qu'ils sont forcément peu dynamiques, parce que tout ce qu'ils produisent en termes de céréaliculture, eh ben, c'est très intégré à la mondialisation. Ça va être des produits, du blé qui va être, c'est de l'agriculture à forte productivité, qui va servir notamment pour tout ce qui va être industrie agroalimentaire partout dans le monde, en tout cas partout en Europe déjà. Donc on peut pas dire que ce soit isolé puisqu'on est en plein dans un circuit économique tout à fait mondialisé. Ok. Euh, Dans le même genre, on a travaillé dans un chapitre précédent sur les espaces agricoles. On avait parlé du vin, vous vous rappelez, on avait parlé du vignoble bordelais. Le vignoble bordelais, pareil, hein, on est tout à fait dans un espace intégré à la mondialisation. C'est pas parce qu'on a peu d'habitants qu'on est forcément dans un espace pauvre, hein. Le vignoble bordelais, c'est un espace très très riche avec une viticulture à forte valeur ajoutée. Ok. On a également certains espaces donc, qui vont se revitaliser, qui vont se redynamiser grâce au tourisme, hein, au tourisme vert. Et c'est pourquoi la France aussi fait des choses, hein, dans ce sens-là, puisqu'on va avoir pas mal d'endroits qui vont être reclassés en parcs nationaux ou en parcs naturels. On en a un pas loin d'ici, hein, le parc du Mercantour, ce qui permet de protéger ces espaces, d'attirer du coup des touristes qui sont à la recherche justement de ce retour à la nature d'espaces protégés, dans le cadre de randonnées par exemple. Et ces parcs nationaux peuvent également bénéficier de nouvelles activités qui sont du coup qui vont laisser peu d'empreintes, hein, sur écologique. Je pense aux parapentes, je pense parfois aux VTT, etc., qui vont être aussi des activités qui vont attirer des touristes plutôt estivaux dans ce cas-là. Donc, les néo-ruraux, d'accord, l'intégration à la mondialisation avec les céréales, le vin par exemple, le potentiel touristique de ces régions, ça fait déjà trois choses. Voilà. Trois éléments qui montrent que ces espaces, au final, eh ben, ils ont des atouts, ok, et qu'ils vont attirer autant des touristes, d'accord, donc dynamisme économique, que des gens qui vont, pourquoi pas, venir s'y installer définitivement. Voilà pour ce chapitre qui est finalement relativement simple à comprendre. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et je remettrai d'autres vidéos dans le cadre de notre prochain chapitre d'histoire que nous commencerons la semaine prochaine. Chapitre, je vous fais un petit teasing, chapitre qui sera sur les questions de décolonisation. Voilà, je vous remercie.